Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show et c'est le Texama Show 100. Oui, on a enfin dépassé la centaine. Un grand merci à vous pour votre soutien jusqu'à maintenant. C'est l'une des séries, c'est pas vraiment une série, c'est numéroté pour que les gens puissent retrouver plus facilement les épisodes, mais c'est la série la plus longue de la chaîne, clairement. C'est un petit peu l'un des piliers même de la chaîne. Après, évidemment, comme vous devez le savoir, comme j'ai dit, la chaîne se développe et il y aura d'autres séries piliers, il y aura d'autres styles de vidéos piliers. Donc je voulais en profiter déjà, encore une fois, pour vous remercier. Et aussi pour parler de, justement, déjà ma direction de la chaîne. Ça, je tiens à le repréciser de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Donc je tiens à vraiment le préciser. Donc c'est une chaîne tech, orientée explication, orientée aussi, en gros, prendre la technologie, prendre tout ce qui est ordinateur et tout ça, et le simplifier pour que quelqu'un qui n'y connaît rien arrive à utiliser ou arrive à devenir meilleur. Parce qu'en fait, l'informatique, je le dis vraiment, l'informatique, c'est pas si compliqué. C'est juste que c'est différent de ce que certaines choses fonctionnent et que du coup, certaines personnes ont un petit peu du mal. Mais je peux vous jurer que c'est pas très compliqué, surtout si on prend le temps des fois de juste lire un petit peu. Donc, ça, c'est le premier but de la chaîne. On a évidemment des thèmes un petit peu aussi sur la chaîne qui reviennent. On a un thème gaming, parce que j'ai une chaîne gaming. Ça, c'est quelque chose qui aura toujours un petit peu sur la chaîne. Après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi un autre thème, c'est traficotage. Je vais l'appeler, oui, c'est genre traficoter des trucs pour en tirer parti le plus possible. Donc ça, c'est quelque chose que je ferai notamment, certainement, par exemple avec les smartphones. Parce que il y a beaucoup de chaînes qui se parlent de smartphones. Hein. Oui, on voit énormément de chaînes qui parlent de smartphones, mais ils parlent souvent de smartphones en mode, ok, voilà le dernier machin chouette chose, oh il est génial, oh il est nul, voilà. Moi, ce que j'aimerais parler niveau smartphone, c'est pas parler des smartphones en tant que tel, c'est comment réparer un smartphone, comment changer la batterie d'un smartphone, qu'est-ce qu'on installer des ROM custom sur un smartphone. Vous voyez, c'est ce genre de choses moi qui m'intéressent. Après, évidemment, c'est un des thèmes de la chaîne. Je veux le faire aussi sur PC, comment bien configurer un PC et tout ça. Donc ça, c'est vraiment un des thèmes, justement. Donc pas juste le gaming, on a aussi un petit peu le bidouillage, comme j'appelle. Et puis, il y a aussi, évidemment, le conseil d'achat. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est éviter que les gens... Je l'ai vu tellement de fois, en fait. J'ai vu tellement de gens qui étaient en mode « Ah, je me suis acheté un nouveau PC, je suis trop content. » Et je vois qu'il est content, forcément, il a un nouveau PC. Et puis, je regarde les specs et puis il me dit le prix. Je suis en mode... C'est fait avoir, quoi. Il y a beaucoup de gens qui se sont déjà fait avoir par le passé. Et ça me fait vraiment de la peine, en fait. Parce que je me dis, d'un côté, il est hyper content parce qu'il a un nouveau PC. Et du coup, j'ai pas envie de lui dire, vous voyez, j'ai pas envie de lui dire, en fait, tu t'es fait un peu avoir, t'aurais pu avoir mieux, quoi. Voilà, c'est compliqué. Du coup, je me dis, plutôt que de devoir dire aux gens, tu t'es fait avoir, j'ai plutôt envie de dire, hey, avant de te faire avoir, voilà ce que tu devrais peut-être acheter, ou voilà dans quelle direction tu devrais te diriger, voilà d'autres sites où tu peux te renseigner là-dessus. Évidemment, personnellement, je tiens à le préciser, tout ça, ça reste mon avis et c'est pour ça que j'invite souvent, quand je fais des reviews, d'aller regarder d'autres reviews sur certains produits sur le web. Ça ne fait pas de mal, ça ne fait vraiment pas de mal de regarder plus de reviews, plus de gens qui l'ont testé et tout ça. Surtout si c'est des produits qui sont importants, genre un ordinateur ou autre chose, ça fait pas de mal d'aller voir plus d'avis. Donc ouais, ça c'est aussi un autre thème, donc le conseil d'achat. Donc c'est vraiment un peu gaming, utiliser ses PC et tout ça, réparer, bidouiller, et puis un conseil d'achat tout simplement. Et c'est vraiment les thèmes de la chaîne que je viserai, les buts de la chaîne que je viserai. J'ai aussi, du coup, au niveau du contenu, Texama Show, ça continuera, j'aime beaucoup. J'aimerais avoir des vidéos de temps en temps qui traitent d'un sujet d'actualité important, pas forcément des smartphones. Vous avez par exemple le OnePlus 7 qui va sortir, ça je ne ferai pas une vidéo dessus parce qu'il y a plein d'autres chaînes spécialisées smartphones qui vont faire des vidéos dessus, donc c'est pas intéressant. Mais par exemple, si une nouvelle carte graphique sort, là par contre ça m'intéresse, parce que je sais qu'il n'y a pas non plus énormément de chaînes qui en parlent, et il y a beaucoup de chaînes qui en parlent un petit peu de manière surface. Genre, ils vont pas très profondément dans le truc, ils sont juste en mode surface, ok, voilà, oui, c'est une carte graphique, yay. Donc ouais. Il y a aussi évidemment les vidéos review. Ça, je tiens à pas trop en faire, j'en ai fait beaucoup. Enfin, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait une par semaine en réalité, depuis je ne sais combien de temps, bon, pratiquement une par semaine. Je vais continuer à une par semaine, c'est bien. Ça me fait la main aussi ces vidéos review. Ça me permet de monter plus de vidéos parce qu'un truc avec, quand vous êtes youtubeur, je peux vous le dire, c'est le meilleur moyen de devenir un meilleur youtubeur, c'est de faire plus de vidéos. Donc, plus vous faites de vidéos, plus vous améliorez, plus vous apprenez, tout ça. Donc, c'est ce que j'essaye de faire ici pour devenir meilleur.
Et puis évidemment des vidéos showcase, des vidéos bidouillage ou justement des vidéos explications. Ça c'est quelque chose que je veux faire plus en plus. Donc j'espère qu'on y arrivera petit à petit. Augmenter la qualité du contenu, augmenter la quantité de contenu, mais pas trop non plus, hein, il faut rester raisonnable. Et juste avoir une chaîne intéressante selon moi, parce que comme j'ai déjà dit plein de fois, la technologie, c'est passionnant, c'est un milieu vraiment passionnant, et je pense que beaucoup de gens seraient très intéressés. C'est juste que des fois, la barrière d'entrée n'est pas compliquée, c'est juste que les gens ont un peu peur, en fait. Donc, j'espère que cette chaîne les aidera, tout simplement. Ok, alors commençons avec les news. La première news, c'est au niveau du Pixel 3a, qui a enfin été annoncé. Donc, le Pixel 3a, je vous rappelle, c'est le Google Pixel 3 version cheap, version pauvre, mais pas vraiment, parce qu'il reste quand même un prix quand même pas mal. Et du coup, on a toutes les infos, il a vraiment été annoncé. Donc la première info la plus importante, c'est le prix qui devrait être de 400 $. C'est 399 si je me souviens bien pour le Pixel 3a. Et il y a évidemment un Pixel 3 XL qui lui sera largement plus cher, c'était 475 $. Évidemment, il faut voir les prix en euros. Il y a aussi le problème que des fois les pixels mettent du temps à arriver en France, donc ça il faudra voir aussi le temps qu'ils vont mettre pour justement les rendre disponibles sur le territoire français. Donc on verra bien. Donc ça c'était le truc le plus important. 400 $, c'est pas mal. 475 $, ça commence à se rapprocher du territoire d'un OnePlus. Pas totalement du coup convaincu là-dessus, mais le plus important, ça reste justement le reste des specs. Donc il est équipé d'un Snapdragon 670, les deux, hein, le même Snapdragon 670, qui est pour information un processeur milieu de gamme, qui est en partie utilisant en partie la même architecture que le Snapdragon 845. Il a même le même processus de gravure, 10 nanomètres. Donc c'est pas le processeur le plus récent. Il y a même un meilleur Snapdragon milieu de gamme. Il y a un Snapdragon 675 qui existe. Donc c'est un peu étonnant qu'ils n'aient pas utilisé le 675 d'ailleurs, parce qu'il y a des smartphones qui l'utilisent et qui coûtent moins cher que ce Pixel 3a. Donc c'est un peu... Ça c'est le truc où j'étais un petit peu déçu personnellement. C'est pas une énorme déception ou autre chose, c'est juste que je suis en mode... Ah, Google, vous êtes un peu en mode cheap là. Alors, j'aurais été moins déçu en fait si le prix avait été moindre en fait. Vous voyez, je me serais dit, ah ouais, ok, si il était à 350 € ou 350 $, là je comprends le Snapdragon 670. Donc, juste un petit grain de sel selon moi. Et puis la 4 Go de RAM, ça c'est largement suffisant, c'est même nickel selon moi, il n'y a pas besoin de plus. Et au niveau du reste des specs, au niveau batterie, donc le plus gros, le 3A XL a une batterie de 3700 mAh et le 3A tout court a une batterie, si je me souviens bien, de 3100-3200 mAh. C'est pas, je veux dire, c'est pas très important ici parce que le problème c'est que vous allez comparer à des smartphones haut de gamme. Là, je vous rappelle, c'est un smartphone milieu de gamme et surtout le processeur n'est pas aussi véloce qu'un Snapdragon 845 ou 855. C'est-à-dire qu'il va moins consommer aussi. Donc là, il faudra voir des tests de batterie. Vous voyez, là, ça veut rien dire en fait pour ces chiffres-là. Il faut vraiment voir des tests de batterie pour se rendre compte de ce que ça donne. Personnellement, les gens étaient surpris que la batterie soit aussi grosse, mais moi, personnellement, je suis surpris qu'elle soit pas plus grosse en fait. Je vais être très honnête. Je me dis, les batteries, ça coûte rien. Franchement, une batterie dans un téléphone, c'est genre... Vous pouvez remplacer une batterie dans un smartphone pour 20-30 €. Donc, c'est le prix de la batterie, 20-30 €. Et encore, si c'est un plus vieux smartphone, ça coûte encore moins cher. Du coup, juste augmenter un peu la truc, je me suis dit... quitte à ce qu'ils y aillent à fond, ils auraient dû mettre une batterie plus importante. Il y a beaucoup de, justement, smartphones milieu de gamme qui ont des batteries plus impressionnantes que des smartphones haut de gamme. Et en plus, comme leur processeur est moins véloce, mais quand même suffisamment véloce, ils tiennent hyper longtemps en batterie. Donc ça, j'étais un petit peu... C'est bien que la batterie soit plus grande, mais je pense qu'ils auraient pu aller un petit peu plus loin. Et je pense que ça aurait... Genre, la plupart des gens auraient été plutôt contents s'ils avaient encore été un petit peu plus loin, mais pas hyper grave non plus. Et au niveau de la construction, d'ailleurs, je pense que c'est assez important, il est en plastique, ce qui, personnellement, je préfère, surtout, et j'espère que c'est le cas, si le smartphone est facilement réparable, j'espère qu'ils n'ont pas mis en arrière, un arrière en plastique juste pour le coller de partout et qu'au final, le truc soit difficile à démonter, parce que si c'est le cas, c'est vraiment dommage. Ce serait même du gâchis, vous voyez. Quitte à utiliser du plastique, autant rendre le smartphone facilement réparable. Changer facilement la batterie, changer facilement des trucs s'il y a un problème ou autre chose. C'est vraiment l'avantage. Par exemple, j'avais un Nexus 5 avant. Le Nexus 5, je vous rappelle, c'était un téléphone
Google aussi, qui était fabriqué par LG, et le Nexus 5 avait un arrière en plastique. Vous pouviez juste prendre un petit truc en plastique et pouf, vous enleviez l'arrière hyper facilement. C'était pas un de ces arrières que vous pouvez vraiment enlever exprès, hein. Vous voyez, il y a un petit truc pour l'enlever exprès. Il fallait quand même vraiment l'ouvrir, quoi. Mais c'était facile. Genre, j'ai changé la batterie dedans et il est reparti, le téléphone. C'était nickel. Du coup, j'espère vraiment qu'ils ont rendu ce téléphone facile à réparer. Parce que si c'est pas le cas, selon moi, ce serait du gâchis. Parce que les gens qui achètent des téléphones milieu de gamme, je pense que pour beaucoup, espèrent utiliser ce smartphone assez longtemps. Et surtout, s'ils veulent changer la batterie ou autre chose, ils peuvent le faire, quoi. Et il y a beaucoup de smartphones milieu de gamme qui ont des arrières en plastique qui permettent de faire ça. Par exemple, le Pocophone, qui est vendu 300 € et qui a un meilleur processeur, un Snapdragon 845, et techniquement le même appareil photo, on en parlera après, est vendu du coup moins cher et un arrière en plastique facilement enlevable pour changer la batterie ou autre chose. Donc, voilà. Et du coup, oui, on en arrive au truc le plus important. Alors, il y a aussi évidemment l'écran. C'est un 5,7 pouces, si je me souviens bien, et un 6,4 pouces. Je ne sais plus exactement. Je ne sais pas pourquoi cette news ne les affiche pas ou autre chose. Bon, j'ai vu pas mal de news là-dessus, donc je sais à peu près les specs. C'est assez classique, hein. Je veux dire, c'est très proche même. D'ailleurs, même le Pixel 3a a une résolution très similaire au Pixel 3 tout court. C'est juste le XL qui, lui, le 3a XL a un peu moins une densité de pixels moindre même que le Pixel 3a et que le Pixel 3 XL. Donc là, il y a eu un petit peu de sacrifice, mais ça reste au-dessus de, pour information, 400 pixels par pouce, ce qui est largement suffisant, hein. Vous ne verrez presque pas les pixels, à part si vous avez une vue d'aigle et que vous commencez à vous coller au smartphone. Enfin bref. Du coup, au niveau des restes de specs, c'est plutôt classique. Le plus important, je pense que pour beaucoup de gens, c'était justement l'appareil photo. Et l'appareil photo est exactement le même que sur le Pixel 3. Il manque juste par contre, il faut le préciser, il y avait une puce que Google a mis dans son smartphone, le Pixel 3, pour avoir un meilleur traitement photo. Donc il y a ça qui est en moins. Mais normalement, les photos devraient être très bonnes. De ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, elles sont déjà très bonnes. C'est exactement le même appareil photo, exactement le même logiciel. Donc le traitement de photo, le mode nuit qu'il y avait sur le Pixel 3 est présent aussi sur le Pixel 3a, ce qui est excellent parce que c'est un excellent mode qui en tire parfaitement parti. Et du coup, comme je disais, c'est exactement le même capteur. Et c'est ce capteur Sony, je ne sais plus exactement son nom, mais c'est exactement le même capteur. Mais il faut tenir compte que, oui, comme j'ai dit, ce capteur est aussi présent par exemple sur le Pocophone et vous pouvez traficoter le Pocophone pour avoir des plutôt bonnes photos et avoir justement l'application photo du Google Pixel. Mais bon, du coup, au final, ce smartphone est plutôt intéressant parce que c'est la première fois vraiment qu'une grosse marque est en mode ok, au lieu de faire le classique genre oh, on va faire un smartphone moins cher, du coup on va sacrifier les specs, on va tout sacrifier et il sera moins cher. Ben là ils se sont dit ok, on va sacrifier des trucs, mais on va pas sacrifier genre l'expérience logicielle. C'est exactement le même qu'un Pixel, c'est du Google, enfin c'est de l'Android stock qui marche hyper bien optimisé. Et on va pas sacrifier la caméra parce que pour beaucoup de gens la caméra est très importante, pas juste pour prendre des selfies, pour prendre des photos de manière générale. Après évidemment, chacun a son utilisation au niveau smartphone. Personnellement, moi j'aime bien un smartphone avec beaucoup de batterie, un grand écran et une bonne caméra. Mais il y a peut-être des personnes qui veulent un plus petit écran, une bonne batterie et qui s'en foutent de la caméra et qui veulent juste des bonnes performances en jeu vidéo. Voilà, chacun a un petit peu son truc. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment bien avoir une bonne caméra et du coup, ici c'est génial de voir ça en fait. C'est génial de voir enfin quelqu'un juste sortir des sentiers battus. Après, personnellement, je trouve encore une fois que... Alors, si c'est juste pour la caméra, c'est un excellent deal. Juste, franchement, vous pouvez le prendre, il n'y a aucun problème. Mais d'un point de vue smartphone général, je suis un peu en mode... déjà, la construction est un petit peu vieillotte, ce qui n'est pas forcément un désavantage si vous préférez un smartphone plus classique. Mais ce qui me dérange le plus, c'est que les specs pourraient être mieux, en fait, pour le prix. Il y a des smartphones qui coûtent le même prix, qui ont le nouveau Snapdragon 675, qui est plus puissant, meilleur, et qui, normalement, devrait coûter la même chose. Il y a des smartphones pour le même prix qui ont des plus grosses batteries. Et du coup, je suis un peu en mode... C'est un très bon smartphone, mais je suis en mode Google aurait pu aller encore un peu plus loin. Et j'espère vraiment qu'il est facile à réparer, parce que s'il n'est pas facile à réparer, ce serait un gros désavantage. Ah aussi, il a un jack. Il a un jack, donc voilà,
Voilà. Uber est passé en bourse, ils voulaient passer pour 120 milliards, enfin ils espéraient atteindre une valeur de 120 milliards, mais finalement ils n'ont qu'une valeur de 76 milliards. C'est un peu triste, j'ai une petite larme à l'œil, mais pas vraiment en fait. Donc Uber, je pense que j'ai pas besoin de présenter, société de ride-sharing, qui... Le grand intérêt d'Uber en fait, et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont investi dedans, ou alors visiblement pas autant qu'ils ne l'espéraient, c'est qu'ils visent à faire des voitures autonomes, qui conduisent d'elles-mêmes. Eux, ils visent plutôt le logiciel d'ailleurs et le hardware. Ils ne font pas les voitures, ils ont d'autres sociétés. Ils sont en partenariat, il me semble, avec... C'était Volvo, si je me souviens bien. Du coup, c'est ce qu'ils visent. C'est ça vraiment qu'ils veulent faire, c'est faire des flottes de voitures autonomes qui conduisent les gens. Donc oui, ils s'en foutent un petit peu des chauffeurs Uber. Et je pense que de toute façon, ils l'ont fait remarquer plusieurs fois par le passé, mais bon. Donc ouais, si vous êtes chauffeur Uber, dites-vous que Uber est en fait collecte l'argent pour juste vous remplacer plus tard. Mais bon, c'est pas grave, c'est à peu près le principe de pas mal de sociétés. Bref, du coup, il n'y a pas vraiment besoin de dire plus. Ils n'ont pas vraiment atteint ce qu'ils espéraient. Ce qui, selon moi, avance un point assez important, c'est que on croyait vraiment que 2019 serait l'année vraiment des voitures autonomes. Et bah, les voitures autonomes sont un petit peu en retard, même largement en retard, parce qu'il y a des problèmes assez importants. Déjà, je veux dire, le truc qu'on voit directement, le plus grand problème des voitures autonomes, c'est qu'elles vont devoir être sur la route avec des gens qui ne sont pas dans des voitures autonomes. Donc, elles vont devoir gérer la stupidité humaine. Et si vous conduisez, vous devez vous rendre compte que la plupart du temps, le problème avec le fait de conduire, c'est la stupidité humaine. Les gens qui font n'importe quoi sur la route, les gens qui, voilà, qui ne respectent pas le code de la route. Et du coup, des voitures autonomes, ça, elles ont beaucoup plus de mal avec ça. Parce que si toutes les voitures conduisaient parfaitement sur la route, si toutes les voitures d'un coup devenaient des voitures autonomes, les voitures autonomes actuelles s'en sortiraient, vous voyez. Elles seraient pas parfaites, mais elles s'en sortiraient. Mais là, le problème, c'est qu'il y a cet inconnu qui est l'être humain, tout simplement. Donc, j'en profite au final pour prendre un petit peu cette news pour parler justement du stade où on en est au niveau des voitures autonomes, et c'est plutôt bof ces derniers temps. Et je pense que c'est en partie pour ça qu'ils n'ont pas eu autant d'argent qu'ils ne l'espéraient dans leur entrée en bourse. Enfin, ils n'ont pas eu vraiment cet argent, c'est plutôt ils n'ont pas eu la valeur espérée pour leur société, et du coup, ben, moi ça m'étonne pas en fait, ça m'étonne vraiment pas. On verra bien comment ça se passera, évidemment. Il y a énormément d'acteurs dans le milieu. C'est un sujet très intéressant, selon moi. Après, je pense qu'on verra plus... avant de voir des voitures autonomes, on va voir certainement en premier les camions autonomes. Je pense que ce sera vraiment le truc où... c'est là qu'on verra... dès qu'il commencera à avoir des camions full autonomes sur la route, ben, c'est là qu'on commencera aussi à avoir plus de voitures. Parce que le domaine des camions est plus lucratif et plus intéressant pour beaucoup de sociétés et est plus facile à gérer parce qu'un camion roule moins vite. Un camion, ben, tout le monde fait attention, camion, hein, vous ne voulez pas couper la priorité à un camion parce que c'est un camion, vous allez vous faire écraser. Bon, il y a certaines personnes qui le font quand même, mais du coup, c'est plus facile à gérer, je trouve, un camion au niveau autonome. Et puis juste, ben, c'est plus facile de mettre plein de capteurs sur un camion où il y a la place. Donc, ouais. Donc selon moi, c'est vraiment quand on verra un petit peu des camions autonomes qu'on verra plus de voitures autonomes, même s'il y aura des voitures autonomes en même temps à peu près. Il y a aussi déjà des trains autonomes pour information, ça existe depuis pas mal de temps. Mais les trains autonomes, c'est plutôt robotique en fait. C'est pas vraiment autonome. Le train ne prend pas des décisions, il suit des ordres très précis, une séquence d'ordres très précis. Il dit avance autant de mètres, arrête-toi au feu rouge. Continue. Vous voyez, c'est pas vraiment autonome. Là, on parle de vraiment un truc qui réfléchit et se dit hey, il y a quelqu'un devant la route, je devrais m'arrêter. Ah, ben tiens, il y a un virage à droite. Je vais regarder mon GPS si c'est un chemin plus court. Ça, c'est une véritable voiture autonome. Donc, voilà, je tenais à le préciser. Mais dans tous les cas, c'est un sujet aussi très intéressant, mais personnellement, encore une fois, je ne suis pas étonné du fait qu'ils n'ont pas récolté autant d'argent qu'ils ne l'espéraient. Ensuite, une petite news niveau hardware, pour parler un petit peu. On commence à plus en plus de voir de cartes mères en X570. Je vous rappelle que normalement, Ryzen 3e génération, donc Zen 2, hein, au niveau architecture pure, devrait être présenté lors du Computex. C'est au mois de juin, ou c'est fin mai. Il me semble que c'est fin mai, mais début juin. Voilà, c'est à peu près à ce niveau-là. Du coup, ça m'étonne pas qu'on voit maintenant des cartes mères, parce que bah, c'est à peu près le moment pour en voir, justement. Les cartes mères sont toujours montrées un peu en avance par rapport à la sortie d'un processeur. C'est toujours ce qu'on voit en premier, en gros. Donc, c'est
c'est assez intéressant. On voit, ça permet aussi de voir certains trucs. Des fois, si on sait analyser la carte mère, on peut par exemple regarder au niveau des ports à l'arrière. On peut toujours regarder aussi au niveau un peu des tâches d'alimentation. Ça donne des indices des fois sur ce qui va sortir et tout ça. Parce qu'évidemment, les cartes mères sont designées pour certains processeurs. Ils en tiennent compte, quoi. Donc c'est plutôt intéressant. Après, évidemment, c'est juste pour vous dire que oui, ça arrive. Pas tout de suite, mais ça arrive. Et j'ai vraiment hâte, en fait, parce que j'ai vraiment hâte de voir ce que donne ces Ryzen 3e génération. Et j'espère vraiment que ils vont tenir leurs promesses. Après, évidemment, comme je le dis à chaque fois, n'espérez pas trop. Juste dites-vous, hey, ça va être une petite upgrade, plus performant. Il montera un petit peu plus au niveau fréquence. Ne partez pas du principe. Il y a beaucoup de gens qui sont en mode, on va avoir des trucs incroyables à 5 GHz ou autre chose. Ce serait bien, mais juste, voilà, prenez avec toujours des pincettes. Ensuite, parlons un petit peu espace. J'aime bien parler espace. Bon, c'est un sujet que je traite moins souvent sur la chaîne parce que je ne maîtrise pas assez selon moi, mais là, c'est quelque chose de plutôt simple. C'est au niveau de Jeff Bezos qui a montré on va dire leur module lunaire, oui, on pourrait dire ça en quelque sorte. Donc, ils ont fait une petite présentation, ils ont montré le Blue Moon, qui est vraiment, c'est un module lunaire, c'est un truc qui est fait pour se poser sur la surface de la Lune et apporter peut-être par exemple des rovers, donc des petits véhicules, apporter peut-être des sondes ou autre chose. Et même, il y a un modèle étendu, qui ne montre pas vraiment dans les images ici, qui du coup aurait une plus grosse cuve et permettrait d'apporter jusqu'à 6,5 tonnes, si je me souviens bien, sur la surface de la Lune. Et 6,5 tonnes, c'est le chiffre magique un petit peu, parce que ça permet d'amener tout simplement un module de retour sur Terre, donc un module qui peut redécoller de la surface lunaire et réemporter des gens avec lui, c'est ce qui est important. Donc en gros, on pourrait mettre des astronautes sur ce véhicule, c'est plutôt intéressant. Il utilise, pour info, donc un nouveau d'ailleurs moteur de la société, le BE7. Il faut savoir que Blue Origin, d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas qui est Blue Origin, donc Blue Origin c'est la société orientée espace lancée par Jeff Bezos, le patron d'Amazon, hein, pour info. Et ils sont très similaires au final à SpaceX. Ils ont été fondés à peu près au même moment. Il me semble même que Blue Origin est un petit peu plus vieux au niveau société. Et ils visent tous les deux un peu la même chose, c'est améliorer le futur de l'humanité en allant dans l'espace ou autre chose. Bon, c'est un peu... Voilà, hein, chacun peut l'interpréter comme ils veulent. Selon moi, c'est juste que ça reste... Je pense c'est des bons businessmen, donc ils se disent, à long terme, ça peut être très intéressant, évidemment, l'espace. Il y a même beaucoup d'articles qui ont dit, et beaucoup de personnes qui disent que la prochaine société qui vaudra plus de... Alors, il faut que je reconvertisse parce que c'est pas la même chose. Donc, on a des sociétés qui valent des milliards, on a des sociétés qui valent des centaines de milliards. Donc, les sociétés qui vaudront des centaines de billions, je suppose, mais pas le billion anglais, hein, le billion français, ce seront des sociétés certainement qui exploiteront l'espace. Et je suis assez d'accord là-dessus. Du coup, il y a forcément un petit côté businessman. Hein. C'est deux grands businessmen. Je veux dire, patron d'Amazon, c'est évidemment un très grand businessman c'est l'homme le plus riche au monde, hein, malgré qu'il a divorcé, qu'il a perdu 30 milliards, mais c'est toujours l'homme le plus riche au monde. Et puis Elon Musk, évidemment, est un assez grand businessman aussi. Et du coup, ils ont été fondés en même temps, mais le truc, c'est que vous avez dû voir, Blue Origin, on n'en entend pas trop parler, parce que Blue Origin, en fait, ils sont très discrets et ils développent tranquillement les choses. Et un des trucs qu'ils développent très très bien, c'est leur moteur. Donc là, par exemple, c'est le BE7 qu'ils ont fait pour justement ce module. C'est pas le meilleur moteur dans ce niveau-là, mais je pense que l'un de leurs avantages, c'est qu'il sera très simple niveau conception et facile à fabriquer. Et il utilise de l'hydrogène et de l'oxygène, évidemment, comme comburant, pour tout simplement propulser ce petit Blue Moon. Donc c'est pas, comme je dis, le meilleur moteur, mais l'avantage, c'est qu'il est facilement... Vous pouvez vraiment le moduler, si vous voulez. Oh, je veux 37% de sa puissance, ou alors je veux 47%, vous pouvez facilement le faire. Ce qui n'est pas toujours le cas de tous les moteurs, hein, de fusée, parce qu'il y a certains moteurs de fusée, c'est genre 100% ou rien du tout. Donc là, il y a vraiment... Vous pouvez jauger les gaz, quoi, c'est vraiment ça. Ils ont aussi un autre moteur très intéressant, c'est celui qu'ils utiliseront sur leur New Glenn, qui est une fusée
qui sera assez grosse, qui permettra de lancer des choses dans l'espace. Et c'est justement leur première vraie fusée orbitale qui sont en train de travailler dessus, qui devrait être lancée en 2021 selon eux. Et il faut savoir que Blue Origin est très précis sur leur date, donc je ne doute pas sur le fait que ce sera vraiment en 2021. Et du coup, ben, comme je dis, ils ont des trucs très bons, Blue Origin. Hein. Je dirais même que certains trucs sont meilleurs que SpaceX. Évidemment, SpaceX a ses forces, mais Blue Origin, leur force, c'est qu'ils prennent un truc et ils le développent vraiment à fond. Et ils prennent le temps de vraiment le développer à fond. Du coup, ce module spatial, enfin ce module lunaire plutôt, est très intéressant. J'ai vraiment hâte de le voir voler dans le futur. Ce sera sur New Glenn, évidemment, sur leur nouvelle fusée. Et j'ai hâte de voir ce qui peut être fait avec ça, tout simplement. Il a aussi parlé du coup du futur de l'humanité. Il a parlé notamment d'un truc qui m'intéresse énormément, mais qui est évidemment pas pour tout le monde, c'est les colonies spatiales. Oh, ça c'est quelque chose... Je suis fan de science-fiction, donc ça c'est quelque chose, je suis en mode... Ah, ça c'est génial. Donc ça, c'est une colonie spatiale, si vous ne savez pas. Ça c'est le modèle de... Comment il s'appelle le scientifique, je ne me souviens jamais de son nom. C'est O'Neill? Oui, O'Neill. C'est le O'Neill Cylinder que ça s'appelle. C'est tout simplement... Donc c'est un scientifique des années... ça fait un petit moment qu'il a fait ça. C'était dans les années 60. Et du coup, le principe derrière, c'est tout simplement... Vous avez un cylindre, vraiment, avec une colonie spatiale dedans. Et ce cylindre tourne sur lui-même. Et en tournant sur lui-même, il génère en fait de la force centrifuge qui imite, c'est pas vraiment de la gravité, mais ça imite la gravité. Parce que, évidemment, quand vous êtes dans une voiture et que vous tournez vers la droite, vous allez être expulsé vers la gauche, vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc là, c'est exactement la même chose. En tournant sur lui-même, vous allez être forcé vers le mur extérieur de la colonie. Notamment, ce sera le sol, donc. Et si vous tournez suffisamment vite, vous pouvez parfaitement imiter la gravité de la Terre. Alors, un des problèmes avec ça, c'est que le rayon de ce truc doit être assez important. Je pense que le strict minimum, si on tient compte d'à peu près tout et tout ça, c'était 80 mètres, il me semble. Donc vous pouvez faire une station spatiale de 80 mètres de large qui tourne sur elle-même, qui est suffisamment grande pour que la gravité soit, si vous tournez à 1 tour par minute, il me semble, que la gravité soit excellente pour l'être humain, mais elle ne tourne pas non plus trop vite pour pas perturber l'être humain, et elle n'est pas trop petite aussi, parce que le problème, c'est qu'évidemment, si vous faites un cercle de 5 mètres, hein, le truc, c'est que vos pieds sont sur l'extérieur du cercle, excellent, mais votre tête, elle serait très proche du centre du cercle. Et du coup, vous n'avez pas à ressentir la même force centrifuge, en fait, au niveau de votre tête qu'au niveau de vos jambes. Et du coup, ça peut vous donner tout simplement la nausée. Donc, c'est pour ça que ça doit faire une certaine taille. Là on parle d'un truc beaucoup plus grand encore. Là, on parle de littéralement centaines de mètres, kilomètres même de large. Donc, c'est un petit peu plus grand. Et évidemment, c'est quelque chose qu'on ne verra pas de sitôt. Mais il en parle parce qu'il dit que c'est justement quelque chose que sa génération à lui, et peut-être même ma génération au final, ne verra pas construit. Bon, peut-être moi, je verrai des trucs plus petits, mais qui commencent à ressembler à ça. Et en gros, c'est pas... Eux, ils doivent mettre en place tout simplement le début, les premières pierres, vous voyez, parce que pour faire cette colonie, il faut par exemple un bon accès à la Lune. Ça passe par le Blue Moon. Il faut exploiter les ressources de la Lune. Un truc que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que la Lune, il y a beaucoup d'impacts évidemment d'astéroïdes, et beaucoup de ces astéroïdes contiennent des minerais, des fois des minerais plutôt rares. Donc il y a du fer, et il y a même beaucoup de minerais très rares qui peuvent être utilisés pour la construction, surtout le fer, pour la construction d'une telle colonie. Donc c'est très intéressant. Après, évidemment, c'est quelque chose de très futuriste. Hein. C'est vraiment quelque chose que vous n'allez pas voir dans 10 ans. Quoi. C'est juste... C'est à ce point-là, en fait. Mais c'est très intéressant, quoi qu'il arrive. Surtout ces colonies spatiales d'O'Neill. Vous avez dû les voir. Si vous êtes fan de Gundam, vous avez dû voir exactement ce modèle-là, d'ailleurs. C'est exactement le même modèle. Donc, ouais. Très intéressant. Et ensuite, on a SpaceX aussi, évidemment, qui va lancer bientôt... Ça, c'est intéressant pour une autre raison. C'est SpaceX qui va lancer bientôt ses premiers satellites de télécommunication. Donc, si vous ne savez pas, SpaceX veut se lancer dans la télécommunication, et notamment en lançant des satellites en basse orbite pour, justement, fournir un accès à Internet. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça change par rapport à tout ce qu'on utilise maintenant? Mais les satellites qu'on utilise pour la communication maintenant,
en tout cas la plupart, sont des satellites géostationnaires. Un satellite géostationnaire, c'est un satellite qui est tellement loin de la Terre qui, en fait, il tourne à une vitesse. En fait, il est parfaitement équilibré par rapport à la Terre et du coup, il est toujours au même endroit. Donc, par exemple, si je mets un satellite géostationnaire en orbite au-dessus de l'Europe, il restera toujours au-dessus de l'Europe. Donc ça, c'est très pratique parce que du coup, ben, vous pouvez facilement communiquer avec lui, vous envoyez les données via une antenne et puis lui, il les renvoie vers une station au sol pour communiquer via Internet. Donc vous pourriez être au milieu des Alpes, vous avez l'antenne dirigée vers le satellite, c'est bon, vous pouvez communiquer avec le reste d'Internet. Le problème, que beaucoup de gens oublient, c'est qu'une orbite géostationnaire, elle est très loin, elle est même vachement loin et du coup, ça prend du temps parce que même les ondes prennent du temps à voyager jusque là-bas. Du coup, la proposition de SpaceX, et c'est quelque chose que certaines sociétés font déjà, hein, il faut le préciser, c'est de mettre des satellites en basse orbite. Le problème avec la basse orbite, évidemment, c'est que ben, le satellite il tourne plus vite que la Terre, vous voyez. Donc le satellite va passer au-dessus de l'Europe, et puis 20 minutes plus tard, il est au-dessus de l'Asie, quoi. Enfin, peut-être pas 20 minutes, quoique si, ça doit être pas trop loin de ça. Donc, il en faut plein, en fait. Il faut une constellation, ce qu'on appelle, et il en faut plein. Et pour couvrir la Terre suffisamment avec les plans de SpaceX aussi, parce que eux ils veulent même pas forcément basse orbite, genre l'orbite que beaucoup de satellites utilisent, qui est 500, 600, même 700 km. Eux, ils veulent encore plus bas, en fait. Et à cette orbite aussi basse, il faut genre des dizaines, enfin, il faut une dizaine de milliers de satellites. Donc là, ils vont lancer, pour information, et il y a même une image sur Twitter qui est très intéressante. Voilà. Voilà. D'ailleurs, ce lancement, c'est dans quelques jours, hein, pour information. Donc voilà ce qu'ils vont lancer. Ça ressemble à un énorme sandwich, c'est vraiment ça. Là-dedans, il y a, pour information, 60 satellites. Oui, vous ne rêvez pas, 60 satellites de communication. Pour info, d'ailleurs, c'est plus grand que ça n'y paraît. Hein. Voilà le Tesla Roadster dedans, donc ça, c'est la même chose. Hein. Donc le truc que vous voyez là, c'est la même chose que là. Hein. Donc ça vous donne une idée. Évidemment, là, c'était séparé de quelques mètres, alors que là, c'est déjà joint les deux côtés. Enfin, en partie, en tout cas. Enfin, on voit pas le même côté, en tout cas. Du coup, ça vous quand même donne une bonne idée. Donc la voiture, si elle était là, elle prendrait à peu près cette place-là, vous voyez. Donc c'est très grand. Hein. Ça fait, à mon avis, vous pouvez mettre un bus là-dedans, pour information, dans cette truc. Donc c'est assez grand. Et il y en a 60. Donc c'est très intéressant, parce que déjà, premièrement, moi, je suis curieux de voir comment ils les ont mis là-dedans. Est-ce qu'ils sont pliés en partie? Est-ce qu'ils vont rester plats? Parce que visiblement, les satellites sont plats, en fait. Il y en a 60, donc ils sont forcément stackés l'un sur l'autre. Donc c'est très intéressant. J'ai vraiment hâte de voir tout simplement comment ils vont les déployer, comment ça va être utilisé. Il y avait certaines personnes qui justement argumentaient sur le fait que certainement ils sont plats, en fait, pour quand ils passent... Vous voyez, quand ils sont en orbite, le côté qui est dirigé vers l'avant, en fait, ce soit le côté fin, justement. Comme ça, il y a moins de friction avec l'atmosphère. Parce que oui, même si vous êtes, par exemple, la station internationale, elle a 500 et des kilomètres, si je me souviens bien, il reste un petit peu d'atmosphère. Presque rien, hein, c'est vraiment quelques molécules par-ci par-là, mais il y en a suffisamment pour que ça frotte très lentement et que petit à petit, la station internationale commence à descendre vers la Terre. Elle perd de la vitesse. Ça veut dire que de temps en temps, ils doivent la booster un petit peu pour qu'elle reprenne de l'orbite. Du coup, là, un truc avec ces satellites-là, c'est qu'ils sont tellement bas qu'ils devront se booster fréquemment. Du coup, la solution de SpaceX, c'est on les laisse brûler et on en renvoie des nouveaux, tout simplement. Mais ça peut être intéressant de voir aussi si peut-être ils n'ont pas optimisé pour qu'ils restent le plus longtemps possible en orbite. Du coup, peut-être que c'est des satellites plats. Hein, qui sait? On verra bien. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça donne. Et ce sera dans quelques jours le lancement. Donc, vraiment hâte de voir. Ok, alors c'est à peu près tout pour ce Texama Show. J'espère que vous avez bien apprécié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, en commentaire. Si vous avez des réactions par rapport à des news ou autre chose, vous pouvez aussi les laisser. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!